Alors, 2 tables rondes. On va commencer par une première table ronde sur des questions assez transversales, mais aussi on va aborder la question du lien avec les disciplines. On va commencer par une présentation, que chacun puisse se présenter. Dominique, je te laisse commencer. Oui, on se présente institutionnellement. Donc voilà, Dominique Lafontaine, professeur émérite de l'Université de Liège en Belgique. Je peux faire plus long, hein, mais... Non. Oui. Alors, donc, dans le cadre du CNESCO, j'ai rédigé avec Anthony Calonne la note sur le feedback comme soutien d'apprentissage. Comme enseignant à l'Université de Liège, j'étais chargée de cours sur l'évaluation, de cours aussi sur l'approche expérimentale, l'analyse des politiques éducatives, et j'ai une expertise en comparaison internationale puisque j'ai été très impliquée dans l'enquête PISA comme experte dans le domaine de la lecture. Bonjour, Raphaël Pasquini, je suis professeur associé en évaluation scolaire à la Haute École pédagogique du canton de Vaud à Lausanne. Après avoir été enseignant pendant une vingtaine d'années, je me suis spécialisé sur les questions d'évaluation et plus particulièrement sur les questions d'évaluation sommative et de notation. Et j'interviens en formation initiale, donc pour les enseignants primaires et collège-lycée, et en formation continue à côté de mandats de recherche et d'autres choses. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Sébastien Goudot, je suis maître de conférence en psychologie sociale donc, au CERCA, qui est le centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, qui est donc une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Poitiers, et j'enseigne à l'INSPE de Poitiers sur le site de Niort, pour ceux qui connaissent cette partie-là de la France. Alors moi j'ai été également professeur des écoles plusieurs années avant de faire une thèse et être enseignant-chercheur, et donc dans mes recherches je m'intéresse à l'effet des contextes, des apprentissages, des interactions en fait sur les apprentissages et notamment leur rôle dans la construction des inégalités scolaires. Alors je m'intéresse pas directement aux notes par exemple, mais je m'intéresse à des aspects contextuels qui peuvent être liés, comme la comparaison sociale, comme le sens que l'élève attribue à l'évaluation, est-ce qu'il considère l'évaluation comme une mesure de ses qualités internes ou plutôt comme un moyen de progresser. Et j'essaye d'examiner comment ces aspects contextuels qui entourent l'évaluation, la note ou d'autres systèmes d'évaluation peuvent influencer l'élève dans ses apprentissages. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc, je suis Nathalie Sayac, je suis professeure des universités en didactique des mathématiques au laboratoire de didactique André Revuse, accessoirement directrice de l'INSPE de Normandie, Rouen-Le Havre. Et en tant que didacticienne, en fait, mes travaux portent sur les questions d'évaluation, avec au début une entrée sur les évaluations standardisées nationales, notamment en primaire. Et puis maintenant, je travaille, et mon HDR, je l'ai fait autour des pratiques d'évaluation, enfin des analyses didactiques des pratiques d'évaluation. Et actuellement, en fait, j'ai un gros focus sur les évaluations CP, CE1 que la ministre a évoquées, avec justement les différences de résultats entre les filles et garçons qui interpellent et qui doivent nous mobiliser en tant que chercheurs. Bonjour à tout le monde, donc moi je m'appelle Daniel Barthes et je suis professeur au département de sciences de l'éducation de l'Université de Lille. Je suis membre d'une équipe de recherche qui s'appelle Théodile, qui est spécialisée dans les recherches, des approches didactiques. Et donc en ce qui me concerne, je suis spécialiste des approches didactiques de l'évaluation et notamment des approches critiques en didactique, que ce soit les évaluations institutionnelles nationales, mais aussi international d'ailleurs par rapport aux travaux au PISA dont Madame Lafontaine a parlé, et aussi des approches aussi des modèles théoriques de l'évaluation et des prescriptions en matière par exemple de notation. Voilà. Merci beaucoup. Alors une première question
qui va peut-être faire frémir certains d'entre vous, qu'on a un petit peu mis de côté, en tous les cas, qui apparaît sans être abordé complètement, la question de la notation. Il y a différentes façons de noter, et on voit quand même que cette question de correction des copies, derrière, il y a bien aussi cette question de la notation. Je pense que c'est bien que les choses soient dites explicitement. Différents systèmes de notation, les notes, les lettres, les symboles, les niveaux. En primaire, on a tendance à utiliser de façon assez variable, soit lettres, symboles, niveaux, un peu moins les notes. Dans le secondaire, majoritairement, hein, les notes apparaissent comparativement aux autres systèmes de notation. Est-ce qu'il y a, selon vous, un système de notation qui est préférable à un autre? Est-ce que cette question-là, elle est aussi prégnante dans les autres pays à l'international, et est-ce qu'on se pose est-ce qu'on a le même type de questions et de préoccupations? Et peut-être on peut même prolonger un peu hein, sur quid de la complémentarité, ou que faire par rapport à ça, par rapport au feedback, hein, quel est le positionnement des feedbacks par rapport à cette notation, et qu'en faire en formation, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la formation sur cette question qui est quand même, voilà, il faut à un moment donné, à force de tourner autour du pot, il faut mieux que les choses soient dites. Dominique, Oui, sur la question de la notation proprement dite, et en particulier de la notation à la française, plutôt au niveau du collège et du lycée, c'est-à-dire de la notation sur 20. Alors, certains d'entre vous ont peut-être tendance à penser que c'est une façon de faire relativement universelle, ce qui n'est pas du tout le cas. Je veux dire que la particularité de la situation française, et je n'évoquerai pas ici la situation en Belgique qui n'est pas du tout unifiée, donc on a un peu tous les systèmes. Donc cette particularité de noter de 0 à 20, c'est-à-dire d'avoir 21 notes possibles pour une même performance d'élève, est relativement atypique, et en France on a vraiment tendance à maximiser les écarts entre les élèves. Alors je vais prendre rapidement 2 exemples dans d'autres systèmes éducatifs qui sont éclairants. En Allemagne, les élèves sont notés de 1 à 6, 1 étant la meilleure performance et 6 la moins bonne performance, mais phénomène intéressant, sur cette étendue de notes de 1 à 6, il n'y a que 2 échelons pour caractériser une performance insuffisante, 5 et 6, et il y en a 4 pour préciser une performance qui est jugée satisfaisante. En Finlande et en Suède, idem. En Finlande, ça va encore plus loin. Bon, dans le primaire, ils n'évaluent en tout cas pas du tout, à l'aide de notes ou de classifications qui permettent de mettre les élèves dans des catégories. L'échelle de notes va de 4 à 10, 10 étant la meilleure performance, et uniquement le niveau 4 désigne une performance jugée insuffisante. Alors, on imagine assez facilement qu'un élève qui a un 4 en Finlande, ou bien un élève en France qui a un 4 sur 10 et un élève en France qui a un 4 sur 20, bon, ce que l'élève doit faire comme effort pour arriver au niveau jugé suffisant, ben, en Finlande, il va apparaître comme relativement atteignable, tandis qu'en France, pour que l'élève arrive à avoir sa moyenne, comme on dit, l'effort, s'il a une note égale ou inférieure à 5, est un effort considérable, tout de suite l'objectif peut lui apparaître en début d'année ou relativement tôt comme relativement inatteignable, avec les effets délétères que ça peut avoir sur la motivation, sur la persévérance, sur s'accrocher pour y parvenir. Oui, peu importe. Oui, je peux parler de la note. On n'est pas forcément obligé d'aller dans l'ordre, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Bon, ce qui est intéressant à noter, c'est que les réformes dans différents contextes qui ont tenté de remplacer les notes par d'autres signes à large échelle ont quand même souvent échoué. Alors moi, je viens d'une région de Suisse où on a,
aboli des notes, et quelques années plus tard, notamment par demande des enseignants, c'est ça qui est intéressant, on y est revenu assez vite. Et en fait, depuis qu'avec mes collègues, on travaille sur ces questions de notation, on s'est dit, mais en fin de compte, est-ce que le problème n'est pas la note, mais la manière dont elle est construite? Alors, la réponse, pour le moment, au stade où j'en suis, c'est oui. Donc la question, c'est de dire, voilà, le débat pour ou contre les notes, d'un certain point de vue, il est caduque, quoi. Je crois qu'on a fait le tour, quelque part. Mais la question qu'il faudrait pouvoir maintenant réfléchir, et c'est là-dessus qu'on travaille, c'est de se dire, mais en fait, à quelles conditions une note, qui reste quand même un symbole universellement, on va dire, transparent et reconnaissable, on a des travaux là-dessus assez clairs, à quelles conditions cette note peut donner des informations intéressantes par rapport à ce que disait Isabelle Negro tout à l'heure, sur, voilà, tu obtiens telle note, mais en même temps, voilà ce que tu réussis et voilà ce que tu ne réussis pas encore. Donc ça, c'est pour nous maintenant un chantier qu'on essaye de travailler depuis plusieurs années. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces conditions passent notamment par établir des critères. Et ça, c'est une pierre angulaire qui est importante du point de vue disciplinaire, qui est importante du point de vue de la formation, et qui soulève en fait un certain nombre d'enjeux importants pour trois raisons. La première, c'est que les critères sont souvent absents dans la pratique professionnelle. Alors, je ne sais pas dans vos contextes, mais nous, très souvent, il n'y a pas de critères. Donc, en gros, les enseignants évaluent en mettant des points, ce n'est pas qu'il ne faut plus mettre 2 points. Mais quand on leur dit, mais ok, mais ces points, ils portent sur quoi? Il y a une espèce d'ange qui passe comme ça. Ils portent sur des exercices, oui, c'est très très bien, mais ces exercices, ils évaluent quoi? Le deuxième élément, c'est que justement, les enseignants ont de la difficulté en fait à exprimer ces attentes. Donc, de ce fait, c'est compliqué de poser des notes pour dire ça c'est suffisant, ça c'est excellent, ça c'est problématique. Et donc, troisième élément, ça suppose que réfléchir à cette question de notation, et notamment sur des endpoints extrêmement importants, comme en France par exemple, nous on est sur 11 échelons, de 1 à 6 avec demi-notes, et ça suppose de dire, mais peut-être qu'il faut commencer par dire, mais qu'est-ce que vous enseignez? Qu'est-ce que vous faites apprendre? Qu'est-ce qui est important? Comment vous organisez les choses? De ce fait, comment expliquez-vous vos attentes? Et de ce fait, quand il s'agit d'arriver sur l'épreuve, voilà, et que le coup près, entre guillemets, dans un certain sens, doit tomber, est-ce qu'on retrouve tout ça pour dire ça vaut 10, ça vaut 12, ça vaut 4? Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je l'ai évoqué rapidement au CNESCO et dans le webinaire, mais tant que cette question de la notation est décrochée en fait du système qui est antécédent en fait, enseignement-apprentissage, on a tous les effets pervers de la notation que vous connaissez, que les décimologues décrivent depuis longtemps et dont M. Merle, je suis sûr, va nous parler demain. Mais à partir du moment où vous raccrochez ce système avec le système enseignement, apprentissage, évaluation et notation, nous on observe, alors nos empiries sont petites, c'est modeste pour le moment, qu'un certain nombre de biais disparaissent, et notamment la comparaison entre élèves, notamment les feedbacks très pauvres, les feedbacks s'enrichissent, notamment la question de pouvoir discuter en fait avec les élèves de qu'est-ce qui est réussi, de qu'est-ce qui n'est pas réussi, et comment est-ce qu'on va amener le plus grand nombre d'élèves à progresser. Ça n'est pas sans écueil, mais je pense qu'on va en parler après. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Raphaël, en indiquant que pour Chevalard, en fait, la note, c'est un message adressé à l'élève. Et du coup, en fait, quelle que soit la façon dont le message est transmis, que ce soit une note chiffrée, un niveau de compétence, des smileys, on peut imaginer beaucoup de choses. Et en France, je précise qu'il y a une telle diversité en fait de notation qu'en fait, voilà, on ne s'y repère pas. Il n'empêche que, de mon point de vue, l'évaluation qui emporte donc cette dimension de notation, elle relève de ce que j'appelle l'intime professionnel des enseignants.
Ça signifie qu'à travers une notation, quelle qu'elle soit, qui est attribuée à une production d'élèves, eh bien, alors oui, je ne vais pas contester du tout Raphaël, et on peut poser des critères. Ouais, mais il est indispensable d'en poser. Il n'empêche que cette dimension personnelle, elle vient interférer dans la note, et elle vient se nicher quand bien même il y a des critères. Je vais vous parler d'un sujet d'actualité en ce moment au niveau des inspects. On a reçu donc les demandes d'entrée en Master 1, en première année de Master, et donc on étudie des milliards de dossiers. C'est la fête, on a plein de dossiers en plus, donc tout va bien. Évidemment, on établit des critères, alors en fonction du parcours de l'étudiant, en fonction de sa lettre de motivation, de ses notes, enfin bref. Les critères sont bien posés avec une attribution de points pour chacun des critères. Il n'empêche que, quand on a commencé à travailler avec les collègues et on a dû s'harmoniser, on voit bien combien, en fait, la subjectivité de l'évaluateur interfère sur la notation. Et c'est vrai que du coup, en fait, on le dira et ça a été dit, la question de la note comme une mesure de niveau de connaissance ou une mesure de tout ce qu'on veut, ça n'a pas de valeur. Il faut vraiment penser que cette note, la notation, elle n'a de valeur qu'à travers ce que l'élève va recevoir, et bien évidemment la question des feedbacks qui est corrélée à la notation. Mais il me semble qu'en France, elle s'arrête là, et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que quand on attribue une note à une copie d'élève ou à un dossier de demande d'entrée en master, eh bien c'est figé, c'est comme si on mettait un tampon, et c'est ça qui n'a pas de valeur. Enfin, c'est ça qui n'est pas constructif du point de vue des apprentissages. Non mais rapidement, c'est clair que l'évaluateur, l'évaluatrice est un agent fondamental dans la perception en fait de ce qui est évalué, en l'occurrence pour mettre une note. On est bien d'accord avec ça. Il y a pas mal de travaux qui montrent que plus cette personne est capable de situer en fait cette pratique de notation dans le système que j'ai évoqué tout à l'heure, plus la personne est capable de l'assumer et effectivement de dire, voilà, j'exerce ce gros mot pédagogique, mon jugement professionnel, dans mon système enseignement, apprentissage, évaluation, et j'assume cette responsabilité-là. Nous, on fait la différence entre subjectivité, qui est le fait de ne se référer à pas grand-chose, si ce n'est à des éléments peu tangibles, à jugement professionnel situé, qui permet notamment d'établir des critères, d'établir des verdicts, quelque part, qu'on peut justifier. Mais c'est évident qu'il y aura toujours cette part de « qui suis-je pour ?» On a beaucoup d'enseignants qui nous disent « oui, mais je comprends le raisonnement, mais en même temps, qui suis-je pour dire que là, ça vaut ça ?» T'es juste t'es le seul au monde qui l'a vu apprendre pendant tant... Alors voilà, essaye, mais ça dépend des personnes aussi, c'est sûr. Oui, alors la question des notes, elle est très très intéressante en psychologie, enfin à étudier d'un point de vue scientifique, même si au final on arrive à des conclusions qui sont assez proches de ce qui vient d'être dit. Moi, c'est une question qui m'a intéressé il y a quelques années, d'une part parce que c'est une question qui est souvent mobilisée dans l'actualité et avec des prises de position qui sont souvent des prises de position qui reflètent un peu les convictions, les idéologies des individus. Et en fait, je me disais, ça pourrait être un beau challenge d'étudier cette question scientifiquement, avec les méthodologies qu'on utilise notamment en psychologie sociale, c'est-à-dire d'une démarche expérimentale, essai randomisé. Et donc on s'est attelé avec certains collègues à essayer de mettre en place une étude en lien avec le rectorat, avec plein d'établissements volontaires, et on a essayé de mettre en place une étude à essai randomisé, puisque on pouvait pas simplement prendre des collèges comme ça qui avaient supprimé les notes et les comparer à des collèges qui n'auraient pas supprimé les notes, parce qu'il y a tout un tas de variables confondues. Peut-être que les collèges qui suppriment les notes, je
dis des collèges parce que dans l'académie c'était surtout des collèges, à l'école primaire elles existent très peu, c'est peut-être confondu avec, je sais pas moi, la volonté de l'équipe de travailler ensemble, c'est peut-être confondu avec le plaisir que les collègues ont à être ensemble, à vouloir faire un projet, etc. Et donc on s'est dit, si on veut un peu contrôler toutes ces variables confondues, eh bien il faut pouvoir en fait finalement assigner aléatoirement des établissements, des classes, des enseignants en fait à cette question de la note, de l'évaluation notée ou pas. Et en fait, c'est très compliqué. Et en fait, on s'est arrêté assez rapidement puisqu'on s'est confronté à des questions très organisationnelles de terrain, puisqu'il fallait des enseignants qui n'utilisent qu'un système ou un autre, qui soient confrontés à des élèves qui ne soient que dans un système ou un autre. Et il fallait bien sûr uniformiser, standardiser la façon dont cette note allait être utilisée ou pas utilisée. Et je pense que ça rejoint un peu ce qui a été dit, c'est-à-dire que finalement, derrière le note ou pas note, il peut y avoir tout un tas de choses très différentes qui amènent des effets très différents. Alors, ce qui est très intéressant quand même, c'est que en fait, la note, elle cristallise un certain nombre de processus qui aujourd'hui sont bien étudiés, sont bien connus et dont on connaît les effets. Un des effets connus en psychologie, c'est ce qu'on appelle l'essentialisme, c'est cette idée que, eh bien, l'élève, l'enseignant peut avoir l'impression que la note, elle reflète la valeur, la qualité intrinsèque de l'élève, avec cette idée que finalement, les élèves qui ont des bonnes notes seraient des élèves naturellement plus intelligents que les élèves qui ont des mauvaises notes. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a un consensus très large. On sait que cette façon de percevoir les choses, eh bien, elle a des effets délétères, notamment sur les élèves en difficulté, puisque se percevoir comme pas intelligent, moins intelligent que les autres, ça a des conséquences négatives. Mais elle a même des conséquences, en fait, potentiellement négatives sur les bons élèves, parce que ces bons élèves, ou les élèves qui ont des bonnes notes, des bons résultats, peut-être que quand ils seront en classe prépa ou en classe européenne, ils vont être en compétition avec des élèves qui sont meilleurs qu'eux, et en fait c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que ils sont construits sur cette idée qu'ils ont des bonnes notes, donc ils sont plus intelligents. Le jour où ça s'arrête, eh bien ça a des conséquences négatives. Le deuxième élément qui est lié à la note, ça a été dit rapidement, c'est la comparaison sociale. La note, elle rend visible, elle facilite les comparaisons sociales. Pour autant, moi j'ai échangé avec des équipes où on supprime les notes, on met différents systèmes en place et on se rend compte que les élèves vont rechercher ces informations de comparaison. Il y a par exemple des applications, je ne suis pas allé vérifier, a priori on peut rentrer son nombre de points verts, son nombre de points rouges et ça nous génère des notes. Donc la note le exacerbe ce processus, mais elle ne le réduit pas non plus. Et donc on en est arrivé un peu à la conclusion finalement que le débat note pas note, en tout cas d'un point de vue scientifique, c'était peut-être pas la meilleure façon d'entrer sur cette question de l'évaluation, même si ça pose tout un tas de questions très intéressantes. Oui, je vais réagir à ce que vient de dire Sébastien Goudou, que je trouve très intéressant finalement d'une certaine manière d'interroger la question de la pertinence finalement de se questionner sur la note, pas la note, etc. Et puis surtout sur le fait que vous avez souligné la complexité des pratiques de terrain et la variabilité. Et ce que je trouve particulièrement intéressant et un petit peu saisissant aussi dans la manière dont on aborde cette question de la notation, et je dis là aussi collectivement, c'est par exemple que la question des disciplines qui sont pourtant structurantes dans l'école et des disciplines au sens des matières scolaires qui formatent l'école française, mais au niveau mondial, les pratiques et organisent les contenus, est finalement pas la porte d'entrée dans cette question. Et par exemple, dans les résultats que vous avez présentés de l'enquête, ce sont des propos généralistes sur la notation et l'évaluation et jamais, enfin, dans cette partie-là des résultats, je ne sais pas pour le reste de l'enquête, les particularités disciplinaires ou le lien au contenu sont abordés. Or, alors bon, moi je prêche un petit peu pour ma paroisse théorique, puisque du point de vue des didactiques, et Nathalie Sayac, évidemment, didactique des mathématiques, est également concernée, et plus encore que moi, évidemment, on aborde les questions d'évaluation, mais d'enseignement-apprentissage au sens large, du point de vue des contenus disciplinaires. Or, on voit bien qu'il y a une certaine difficulté, puisque vous l'avez dit en conclusion, mais finalement ça arrive en conclusion. Alors pourquoi une école qui est structurée par des matières et des formations, enfin une école au sens très large du terme, mais un enseignement qui est organisé en matière et des contenus qui sont centraux dans les phénomènes d'enseignement-apprentissage, finalement quand on aborde la question de l'évaluation, on l'aborde d'un point de vue généraliste. Or, précisément, là, il y a pour moi, du point de vue de la recherche et de la formation, un effort à faire justement pour essayer de se poser la question de finalement, quelles sont par exemple les variabilités
ou les variations disciplinaires dans les pratiques de notation, de correction, etc., ou d'annotation. Yves Chevalard, didacticien des mathématiques que Nathalie Sayac a cité, a étudié effectivement les pratiques de notation dans les classes de mathématiques pour montrer comment précisément cette pratique de notation au sens de la note message qui est attribuée est un outil, on va dire, arc-bouté sur les contenus et les enjeux de contenu d'enseignement de la classe. Et que donc toute transformation des pratiques de notation instituées ou institutionnelles, bien sûr, vient interroger ces pratiques qui sont prises dans l'enseignement même des contenus. De la même façon, en didactique du français, quelqu'un comme Jean-François Alté a montré que les pratiques d'annotation des rédactions ou des dissertations sont aussi complètement insérées dans les contenus visés de l'apprentissage de l'écrit. Donc, pour moi, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire en quoi précisément ces pratiques d'évaluation, elles sont aussi à penser en tant que contenu même des disciplines qui elles-mêmes produisent des formes d'évaluation, parce qu'on n'évalue pas en EPS, en philo ou en musique ou en maths de la même façon. Ça veut dire qu'il y a des pratiques qui sont prises également dans les disciplines et qui donc sont des contraintes pour les enseignants au même titre que les contenus. Merci Daniel d'avoir défendu la cause didactique que je défends également. Et je vais juste donner un petit exemple rapidement pour illustrer ça. Dans le cadre d'une recherche collaborative justement sur les pratiques d'évaluation en primaire, avait été co-construit un petit problème de maths qui était donné à des élèves de CE1. Je vous le dis très très rapidement, tout le monde va pouvoir suivre. C'était en grande section, il y a 26 élèves, en CP, il y a 25 élèves, et en CE1, il y a 24 élèves. Combien est-ce qu'il y a d'élèves en tout dans ces classes? Et en fait, parmi les productions des élèves, il y avait une élève, donc moi je regarde tout, je n'ai aucun avis sur les élèves, je vois une copie où il y avait une gamine qui avait fait des bâtons en fait pour les dizaines, des ronds pour les unités, qui avait rassemblé donc les 10 ronds pour faire, et qui avait donc produit la réponse qu'il fallait trouver. Et j'ai trouvé que c'était hyper efficace. Et là, la réaction des enseignants, on disait « Ah bah oui, mais non, pas fait de calcul. » Enfin bon, j'ai été un petit peu interpellée. Du coup, j'ai pris ce petit problème, et en formation initiale, je l'ai proposé donc, pour introduire mon cours sur l'évaluation aux étudiants. Et je leur ai demandé, donc avec un petit quiz, combien de points est-ce qu'ils attribueraient à cette production d'élèves, donc entre 0 et 2 points. Et j'ai été complètement traumatisée, je le dis clairement, parce qu'il y avait au moins, alors là c'était un petit groupe, la moitié des élèves, enfin des étudiants, qui n'avaient attribué que la moitié des points, voire 0 point. Il y a eu 0 point. Je n'ai pas compris la démarche de l'élève. Oui, d'accord. Et non, mais réellement. Hein, et certains disaient ah bah oui, mais elle n'a pas fait de calcul. Pas fait de calcul. Ou enfin bref. Donc d'un point de vue mathématique, il y a des attentes de la part des enseignants par rapport à une réponse à un problème donné. Et donc cette façon donc d'évaluer donc de porter un regard sur la production d'un élève qui, pour moi, enfin, c'était nickel, c'était même plus efficace que faire l'addition posée avec les 3 nombres. Eh bien non, ça n'a pas été validé. Après, je l'ai diffusé un peu plus largement parce que ça m'avait interpellée. Et en fait, un tiers je crois que j'ai réussi à avoir 400 et quelques retours, seulement les 2 tiers de ces étudiants donc, qui étaient en formation initiale attribuer la totalité des points donc à une production qui était, de mon point de vue, hyper efficace. Donc on voit bien combien en fait ce regard, voilà, du point de vue de la discipline est important à considérer. J'espère que je n'ai pas été trop long. Alors je dirais dans le même sens, c'est vrai que dans les auditoires d'enseignants, donc collège-lycée, dans le cours de l'évaluation, sur l'évaluation que je donne, il y a entre 14 et 16 disciplines. Donc, c'est impossible d'arriver en disant, voilà, faire des critères, ça se fait comme ci, penser l'évaluation formative, ça se fait comme ça, etc., etc. Après, ce qu'on a observé, c'est que les didactiques...
on commençait un peu enfin depuis plusieurs années à travailler, mais moi j'aime bien la controverse, donc Madame la ministre disait qu'il fallait poser des questions qui fâchent, c'est ça? Non, mais on en a déjà parlé, Nathalie. On commençait à débroussailler un peu ces questions d'évaluation formative. En même temps, sur l'évaluation sommative, elles sont extraordinairement discrètes. Et nous, on est vraiment en peine pour aborder, en fait, avec des étudiants, alors soit en formation initiale, soit en formation continue avec des enseignants expérimentés, ces questions d'évaluation jusque dans le sommatif et dans la notation du point de vue didactique. Donc on a dû aller chercher, alors depuis la thèse, ça a été un peu un bâton de pèlerin, mais j'ai eu l'occasion aussi d'approfondir ça avec des collègues anglophones, d'autres modèles qui peuvent être des modèles compréhensifs assez puissants pour permettre aux enseignants d'objectiver leurs pratiques, de comprendre en fait ce qu'il se passe quand ils prennent des informations, les interprètent, construisent des outils, etc., qui permettent également de donner un espace à l'objet disciplinaire. C'est vrai, un texte philosophique ne peut pas s'évaluer à l'aune d'attentes similaires ou génériques comme on évaluerait la résolution de problèmes en mathématiques. C'est la raison pour laquelle on travaille avec l'alignement curriculaire, qui est un modèle que certains appellent aussi aux frontières de la didactique et du transversal, et qui a montré, alors il y a des recherches empiriques là-dessus qui sont extrêmement importantes, qui ont montré qu'il a un impact extrêmement puissant sur les apprentissages des élèves, notamment des élèves en difficulté, et qui permet aux enseignants d'objectiver un certain nombre d'éléments dans leur pratique d'évaluation. Alors, quand on le présente comme ça rapidement, la cohérence entre les objectifs du programme, ce que les élèves réalisent dans la classe, l'enseignement et les démarches d'évaluation, nous on a beaucoup d'enseignants qui nous disent « bah ouais, évidemment, vous n'allez quand même pas penser que je ne fais pas ça ». Et après on entre dans le détail avec eux en disant « mais ok, qu'est-ce que tu comprends de ce qu'il y a à faire ? Pourquoi tu fais faire ça aux élèves à ce moment-là » Et puis quel rapport ça a avec les démarches d'évaluation? C'est là qu'on voit la complexité en fait de monter le système que j'évoquais tout à l'heure, et de le monter jusque dans, ok, demain, ça vaut quoi un 10 ? Au-delà de 10 points. Parce que quand on a dit ça, on n'a rien dit quelque part. Et à partir de là, la discipline aussi prend sa place. Et on accorde autant de crédit quelque part à des disciplines comme ce que nous on appelle les arts visuels, que les mathématiques, l'anglais, etc. Merci pour ce débat. Donc on voit bien que cette question, finalement, il faut peut-être aller au-delà et dépasser cette question de note, pas note, puisque de toute façon, même les élèves eux-mêmes vont, comme nous l'a dit Sébastien, aller rechercher un autre moyen de se comparer. Et finalement, c'est un moyen de se construire. Ça passe bien, la construction de soi, ça passe bien aussi par cette dimension de comparaison. Peut-être un complément. Les questions à la fin. 5-6 minutes. Oui. Peut-être pour aller un peu plus loin sur la question des feedbacks. Quid de ces feedbacks? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on intègre ça dans la formation? Est-ce qu'il faut former les enseignants au feedback? On l'a beaucoup entendu au CNESCO, ça a vraiment été quelque chose qui est revenu souvent dans les communications, l'importance de ces feedbacks. Mais en même temps, comment on s'empare de ça dans le cadre de la formation? Comment peut-on vraiment former les enseignants à cette question-là? Dominique, tu veux commencer? Oui. Donc, la question, est-ce qu'on forme les enseignants au feedback? Ce serait quand même très dommage de ne pas former les enseignants à une pratique pédagogique qui est identifiée comme certainement l'une des plus efficaces. Alors, pourquoi est-elle aussi identifiée comme une des pratiques pédagogiques les plus efficaces, sinon la plus efficace? C'est parce que c'est une pratique qui est relativement bien définie et relativement bien circonscrite, tandis que sais-je moi, l'enseignement explicite ou la pédagogie active, c'est des ensembles qui sont beaucoup plus flous et qui comportent de nombreuses composantes et
du coup, ils ont des effets moins identifiés parce que la pratique est moins bien définie. Alors, former au feedback, certainement. Sur la base de la littérature de recherche, moi je vois qu'il y a deux axes de formation, parce qu'on sait que les feedbacks vont entraîner ce qu'on appelle une régulation sur la cognition et la métacognition, c'est un premier axe, et puis vont par ailleurs entraîner, comme le disait Linda Halal, une régulation sur les aspects socio-affectifs ou motivationnels. Alors, il faut, quand on dit feedback, la note, c'est aussi un feedback. Il y a une grande variété de feedback, et certains feedbacks qui sont identifiés comme étant les plus efficaces, ce sont des feedbacks qui vont être centrés sur la tâche, centrés sur les processus, centrés sur des critères, et pas centrés sur la personne de l'élève. Donc, il faut effectivement, en formation, apprendre aux enseignants, et certaines recherches ont montré que c'est possible, à déplacer le focus et vraiment à centrer les feedbacks sur les tâches ou les processus et pas sur les personnes, ce qui évite déjà les phénomènes de comparaison sociale. Et puis, on en vient au disciplinaire. En amont, il faut que les feedbacks, ils vont s'ancrer sur l'analyse de ce que fait l'élève, la démarche, la connaissance des erreurs, les obstacles que les élèves rencontrent dans l'apprentissage et comment les dépasser. Et ça, inévitablement, il y a une composante disciplinaire qui va intervenir à ce niveau. Et puis le deuxième grand axe, et celui-là, je crois qu'il peut se dérouler d'une manière relativement détachée des disciplines ou des didactiques, c'est sensibiliser, de préférence en leur faisant vivre par des dispositifs comme celui de Goffin et Fagnan, aux conséquences sur le plan socio-affectif de différentes pratiques d'évaluation, à ces impacts que ça peut avoir sur la motivation, sur leur but d'apprentissage, sur l'engagement dans les apprentissages, sur la persévérance. Il faut que les enseignants vraiment comprennent, vivent pourquoi certaines pratiques d'évaluation ou certains types de feedback vont être délétères et pourquoi d'autres vont au contraire soutenir la motivation, soutenir les apprentissages et l'engagement des élèves. Sur ce second point, moi j'imaginerais volontiers, vraiment en formation, pour autant qu'on ait une formation un peu longue, qui s'inscrive dans la durée, de faire réaliser aux enseignants un nouvel apprentissage, du genre apprendre les rudiments du néerlandais. Ils sont tous au départ, personne ne connaît le néerlandais, sauf en Belgique. Et puis de recevoir là-dessus, comme les applis de langue le font, différents types de feedback, et notamment sur une application de langue très connue qui s'appelle Duolingo, on reçoit tout le temps des feedbacks qui disent bravo, t'es le meilleur, bravo, t'as gagné des j'aime. Bon, ce qui n'est pas du tout, en tout cas pour beaucoup de personnes, une incitation à poursuivre, parce qu'il n'y a aucune information sur le contenu ou la qualité des apprentissages. C'est juste un renforcement behavioriste tout à fait basique. Et en leur faisant vivre, ils peuvent comprendre que des félicitations centrées sur la personne, bravo, tu es le champion de, n'ont pas un effet positif et peuvent même avoir un effet délétère, parce que voilà, c'est entièrement centré sur le classement, la compétition, et ce n'est pas ça qui soutient la motivation. Alors, comme il reste peu de temps, je vais peut-être m'en tenir à cela. Oui, je crois que la question des feedbacks est vraiment centrale, et peut-être pour moi le débat, au-delà de la question dont tu as parlé, je pense la question du feedback est vraiment centrale, puisque en fait, au-delà du côté disciplinaire, moi je suis pas didacticien pour le coup, donc au-delà des variations qui existent à chaque discipline, je pense que c'est une question très transversale en fait, que tout enseignant et tout chercheur qui s'intéresse à ces questions peut se poser, puisque derrière le feedback, il y a la question de comment l'information qui a été prélevée à différents instants, lors d'une évaluation formelle, lors d'une évaluation informelle, lors d'un commentaire, comment elle est formulée par l'enseignant et comment elle est reçue par l'élève. Et effectivement, je l'ai abordé très rapidement tout à l'heure, mais
aujourd'hui, il y a un consensus qui montre que, en fait, l'effet de l'évaluation sur l'élève, elle dépend énormément de la façon dont l'élève reçoit et interprète, en fait, le feedback qui lui est donné. Et je pense que finalement, au-delà de la question de l'outil, de la note ou pas de la note, en fait, le feedback et la façon dont il est formulé peut permettre finalement de neutraliser les effets négatifs qui sont bien identifiés dans la façon dont les notes sont données, on va dire, d'une façon traditionnelle. Par exemple, sur cette question de se percevoir moins intelligent, on peut très bien donner des notes et avoir des feedbacks qui font que l'élève ne va pas percevoir en fait une comparaison qui lui est défavorable ou une note qui serait faible comme un manque d'intelligence. On peut expliquer à l'élève que être en difficulté, c'est une étape normale, nécessaire du processus d'apprentissage, et donc on peut ce qu'on appelle désessentialiser cette note et lui montrer que c'est pas parce qu'il a une note relativement faible aujourd'hui que demain, eh bien, il pourra pas avoir une meilleure note. Inversement, on peut donner des points rouges et des points verts sans aucun accompagnement et on peut avoir des élèves qui ont des points rouges qui se perçoivent finalement très peu intelligents. Donc c'est pas le note pas note ou compétence pas compétence, c'est vraiment comment c'est accompagné par l'enseignant et quel type de feedback on se donne pour pouvoir donner du sens finalement à cette information qui est prélevée, qui est restituée par l'enseignant. Alors il y a tout un tas de travaux très intéressants sur les feedbacks dont j'ai pas le temps de développer malheureusement en psychologie sociale, mais avec parfois des effets paradoxaux, mais par exemple des feedbacks qui se veulent rassurants. Oh, t'inquiète pas, tout le monde peut pas être bon en maths. Il y a des travaux qui ont montré que ce type de feedback, eh bien, vous en doutez peut-être, peut avoir des conséquences négatives. Et voilà, en fait, c'est très compliqué parce que on peut travailler le feedback qu'on va faire par écrit, qu'on va réfléchir, mais en fait, les feedbacks, c'est aussi le fait de regarder le ciel et de souffler quand on n'a pas une réponse attendue. Je pense à tous les travaux sur les prophéties réalisatrices qui ont montré que, en fait, tous ces feedbacks informels, les attitudes, les sourires, les regards, etc., en fait, sont perçus par les élèves, sont décodés par les élèves assez justement, et ont des effets. Alors, ça pose une vraie question et que je redonne aux didacticiens. Enfin, pour moi, la question fondamentale de la formation des enseignants et de la mise en place, c'est faire des feedbacks constructifs, formatifs qui permettent aux enfants de comprendre qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour en fait progresser. Eh bien, c'est très coûteux en termes de temps. Et donc, ça pose une question, je pense, didactique. Quels sont finalement les outils, peut-être qu'il en existe, qui permettent à la fois aux enseignants de se former, de se saisir d'outils, en fait, qui permettent de donner du sens, mais qui ne sont pas, qui sont adaptés à la réalité de la classe, en fait, pour les enseignants. Alors, merci beaucoup pour la passe que je vais saisir. Alors, d'une manière un petit peu critique, parce que on est là aussi pour débattre. Alors, je vais essayer de pas être trop long parce qu'il y a aussi une question et j'espère qu'on aura le temps de laisser la personne prendre la parole. Mais je voulais dire une chose, c'est que peut-être la question du feedback, elle me semble aussi à aborder comme problème du point de vue et non pas forcément comme entre guillemets une solution, c'est-à-dire en tant que problème posé aux enseignants. Je pense ici à la question du fait qu'on entend feedback au sens individuel, or l'enseignant fait face à un groupe. Alors là se pose une nouvelle tension, on ne peut pas imaginer, ou alors effectivement la charge de travail devient absolument considérable, qu'on va multiplier des feedbacks individuels efficients au fur et à mesure de l'avancée des cours, etc. C'est une surcharge de travail phénoménale, ou alors on est dans une forme de feedback générique et du coup ça perd un petit peu son efficacité. Donc là aussi, il me semble intéressant de voir comment précisément cette question des retours ou des feedbacks a été pensée du point de vue justement de la tension qu'elle pose entre les avancées individuelles et les avancées collectives, et notamment dans les contraintes de fonctionnement de ce que les didacticiens appellent le système didactique, et en quoi précisément même si le terme n'est pas utilisé, feedback, peuvent constituer des repères donnés aux élèves par rapport aux attentes sur les contenus d'enseignement qui sont quand même l'enjeu majeur de ces approches. Et précisément, quelqu'un comme Rousseau, par exemple, que connaît mieux Nathalie Sayac que moi, a théorisé, a proposé, élaboré avec d'autres une théorie des situations didactives qui permet de penser des structurations du milieu, pour faire rapidement, qui vont eux-mêmes être porteurs, entre guillemets, de feedback, même si le terme n'est pas celui-là, qui vont renvoyer des éléments de
validation ou pas des contenus, mais qui sont dans la situation elle-même, c'est-à-dire que les élèves peuvent eux-mêmes se confronter par leur pratique, en l'occurrence mathématiques, à des retours du milieu, des éléments de discussion par exemple, des solutions qu'ils peuvent proposer à des problèmes qui ne sont pas nécessairement un objet d'une intervention de l'enseignant. C'est-à-dire que la mise en œuvre de la situation elle-même peut être considérée comme un retour ou productrice de retour sur les contenus qui sont manipulés par les élèves. Et c'est peut-être une voie aussi à penser pour, en formation, envisager des choses faisables et un petit peu plus légères ou souples, ou des formes d'agilité pour les enseignants qui, sinon, face à une classe, la contrainte des feedbacks individuels va devenir quand même un petit peu folle, enfin, de mon point de vue. Oui, je vais essayer d'être rapide. Bon, merci, on ne s'est pas accordé, mais on est bien calé. Ce que je voulais dire, c'est que les feedbacks, pour moi, c'est quasiment la raison d'être de l'évaluation. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais que ces feedbacks, alors de mon point de vue de didacticienne, bien évidemment, ils doivent être en lien avec les savoirs qu'on a évalués. Et juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je crois qu'il est essentiel de penser l'évaluation en pensant. Enfin, on dit souvent en France, on évalue les élèves, alors tes élèves, etc. Non, il faut se forcer, mais vraiment, et moi, parfois ça m'échappe aussi, de dire, on parle de l'évaluation des acquis des élèves. Comme ça, en fait, on met le savoir en fait entre l'élève et le prof qui va émettre un jugement sur ce que l'élève a produit. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut, auquel il faut faire très attention parce qu'il y a des effets délétères sur les individus. Quand on reçoit une note, quelle qu'elle soit, ou quand ou effectivement des yeux levés, ou tous ces éléments-là en fait sont interprétés par rapport à la personne. Et c'est ce qui va complètement perturber, enrayer, gêner les apprentissages. Voilà. Trop court, évidemment. Il y a encore plein de débats. On avait encore plein de questions, mais c'est pas grave. On prend les questions du public ? D'accord. Ok. Tu m'indiques le temps ? Pour les questions, je vais faire passer le micro dans la salle pour la captation vidéo. Donc il y avait une personne... Alors, merci. C'était une question tout à l'heure, donc je vais revenir un peu en arrière. J'espère que je ne serai pas le seul. J'aurai un peu d'aide dans le public. Je m'appelle Hugo Harry-Kermadec, je suis à l'INSPE Centre-Val de Loire. Avec des collègues, dont Sabine Maisoni juste à côté, on participe à un début de recherche sur les inégalités filles-garçons dans les évaluations en CPCE1 dont on a parlé déjà 2 fois. En vous écoutant, une question que je me pose, c'est entre l'évaluation dans un sens très très large, qui est une pratique pédagogique un peu permanente, et les évaluations telles qu'on en a parlé pour les évaluations nationales ou la sélection en master. C'est des enjeux très distincts, des enjeux de politique publique, des enjeux de sélection qui vont avoir un impact, disons, ponctuel, massif sur la vie de la personne, la trajectoire scolaire, etc. Ce qui n'est pas du tout la même chose que le quotidien pédagogique, en particulier en termes de rapport de pouvoir, pour le dire de façon un peu concrète, pour être assez direct, quoi. Et du coup, comment dire, ce qui, moi, m'interroge dans la recherche qu'on est en train de mener sur les inégalités filles-garçons, c'est 2 choses. La première, c'est dans quelle mesure, en fait, ce qu'on regarde, c'est pas tellement les différences d'acquis des filles et des garçons, mais plutôt la différence de capacité à passer l'évaluation en ce sens spécifique d'évaluation, qui est un moment de sanction un peu marqué, quoi. Et peut-être que si on faisait un autre type d'évaluation, passer dans les rangs et regarder, on dirait pas du tout la même chose. Et l'autre aspect, c'est mais peut-être ça nous éloigne un petit peu, c'est pourquoi on a heureusement une visibilité collective forte sur les inégalités filles-garçons, qui sont infiniment plus faibles que les inégalités sociales sur exactement les mêmes évaluations. Mais sur celle-là, on n'a pas de recherche, la ministre vient pas nous en parler, on n'en discute pas, alors qu'évidemment les écarts sont bien plus grands. Mais on se concentre sur les inégalités filles-garçons qui sont tout à fait
auxquels il faut faire face, évidemment, je dis pas le contraire, mais qui sont un petit morceau du problème. Je vous propose qu'on réponde sur filles-garçons et qu'on n'empiète pas sur la deuxième table ronde, sur les évaluations standardisées, parce que ça sera l'objet de la deuxième table ronde. Ouais, je peux le micro. Ah oui, d'accord. Ça marche ici? Ouais. Alors, merci pour cette question. Alors, en fait, la question que vous posez, il y a vraiment des chercheurs qui ont en fait mis en place des études pour exactement y répondre. Et je crois que, Marie-Christine Toczek, qui est là d'ailleurs, en a conduit sur des travaux qui sont intéressés aux effets de contexte sur la création des inégalités. Des travaux qu'on connaît, qui sont aujourd'hui quand même assez bien connus sous le nom de menaces du stéréotype. Ça a été présenté au CNESCO, mais il y a tout un tas de textes de vulgarisation sur ces questions-là qui montrent clairement que dans une situation où il y a de l'enjeu, soit parce que c'est un test standardisé qui est censé évaluer les capacités, soit parce que c'est un contexte de sélection avec des gens qui vont en fait passer dans un niveau supérieur ou pas. Clairement, dans ces contextes-là, quand on est sur les mathématiques et les sciences, les filles en fait réussissent moins bien que les garçons, alors que dans une situation en fait avec un test identique, mais on retire ces effets d'enjeu, il n'y a plus de différence. Donc c'est des travaux qui montrent clairement que c'est pas une question de capacité ou d'acquis, mais qu'il y a des effets de contexte. J'ai pas le temps de développer, etc., mais qui font que, en fait, ces contextes au niveau psychologique vont être menaçants, vont créer une forme de menace qui consomme des ressources cognitives, qui font qu'on va pas réussir au potentiel où on pourrait, alors que dans un contexte où il y a moins d'enjeux, en fait, on n'a pas ces effets. C'est un peu pour faire le parallèle. C'est-à-dire que je fais le parallèle parfois avec les sportifs de bon niveau, des sportifs de haut niveau qui ont besoin de beaucoup d'enjeux pour donner le meilleur de leur performance. On sait aujourd'hui que plus les contextes sont compétitifs, plus ils sont orientés vers la sélection et plus ils sont favorables aux gens qui sont en position de réussite, soit parce qu'ils ont automatisé des procédures, soit parce qu'ils ont des réputations de réussite. En revanche, les contextes, moins ils sont centrés vers la compétition, mais plus vers la progression, et plus au contraire, ils vont réduire les inégalités, au-delà des différences individuelles d'acquis qui peuvent exister en fait. Donc là-dessus, il y a vraiment beaucoup de travaux. Voilà. Alors j'ai pas bien compris la deuxième partie de votre question sur les inégalités sociales. Donc ouais. 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 Alors, il y a d'autres... Ouais. Alors, je pense... Oui. Alors, la menace du stéréotype aujourd'hui, enfin les effets des stéréotypes sont bien connus. Pour autant, c'est pas la seule raison, je pense, aux inégalités filles-garçons. Il y a d'autres travaux. Moi, je m'intéresse par exemple à l'aide d'observations vidéo aux interactions filles-garçons dans la classe en maternelle et notamment dans le choix des jeux qu'on appelle STEM, les jeux soi-disant scientifiques. Et en fait, il y a tout un tas de processus très intéressants à étudier. Par exemple, on voit que on a des études vidéo, on montre qu'il y a quand les filles veulent aller jouer aux jeux scientifiques, les garçons arrivent et en fait monopolisent l'accès. Et donc il y a aussi des choses intéressantes à étudier dans les interactions qui peuvent éventuellement être encadrées plus ou moins par les enseignants. Donc je pense que les stéréotypes sont très intéressants. Pour autant, je pense que ce n'est pas la seule raison et on peut quand même continuer de s'interroger. Je me permets de prendre la parole. Non en mon nom propre, mais pour porter ici les questions qui émanent du formaton, dont je suis le coordonnateur. Donc pour vous donner un tout petit peu le contexte, depuis ce matin, 35 personnes travaillent sur l'idée de construire des dispositifs de formation autour des questions d'évaluation. Et à la fin de la matinée, il y a un certain nombre de questions qui ont été soulevées, 7 sujets, et donc autant de questions, fois 2 parfois pour certaines d'entre elles. Alors je vais essayer d'être concis. Vous proposez une question unique portant sur 2 thématiques, parce qu'au fond, ce qui s'est posé ce matin comme question essentielle, c'est comment est-ce qu'on peut en même temps former les enseignants et penser, outiller les élèves sur un certain nombre de domaines. Et tout ça dans un contexte où il y a effectivement à la fois des apports scientifiques très solides et encore beaucoup de questions à partager. Je traduis cette question-là au travers de 2 exemples très précis. Vous parliez des feedbacks. Au fond, l'une des questions qui pourrait vous être adressée ici, c'est comment est-ce qu'on forme des enseignants à construire, à penser des feedbacks ou un milieu qui donne des feedbacks utiles, efficaces. Alors c'est une des questions, quelle différence entre ces 2 questions-là? Et puis comment est-ce qu'on fait en même temps pour
aider les élèves à percevoir ces feedbacks, à les comprendre eux-mêmes comme autant d'outils de progression. Et puis une autre version finalement de cette même question, c'est dans la question de l'explicitation des critères d'évaluation, comment en même temps aider les enseignants à expliciter leurs critères pour qu'ils soient effectivement plus clairs pour eux-mêmes, mais comment aider aussi les élèves en parallèle à peut-être construire avec les enseignants ces mêmes critères pour que les élèves puissent avancer par eux-mêmes à partir de ces éléments d'évaluation. Donc c'est un petit peu toujours les mêmes questionnements, échelle élève, échelle enseignant, et la question qui est derrière, c'est comment est-ce qu'on fait avec tout ça au travers de ces différents critères. Quelle question! Non, c'est une magnifique question. Peut-être pour aller au plus près avec le ton qu'on a, l'hypothèse forte que nous, on poursuit, c'est qu'il est très difficile d'associer des élèves à des démarches d'évaluation qui soutiennent l'apprentissage si l'enseignant n'est pas lui-même au clair sur comment son système enseignement, apprentissage, évaluation est monté. Alors tout le monde fait comme ça, mais nous, de nos observations, on voit que souvent, ce travail d'explicitation pour un enseignant est très difficile à réaliser. Parce qu'il est, dans ce qu'Astolfi appelle l'amnésie du spécialiste. Il fait comme il a fait, il fait comme il a appris, il a beau avoir 14 masters dans toutes les disciplines imaginables, ça ne veut pas dire qu'il est à même d'être au fait sur comment est-ce qu'un apprentissage se conduit, se hiérarchise, etc., etc. Donc ça, c'est le postulat de départ. Et à partir de là, nous, ce qu'on essaye de travailler en formation initiale, en tout cas, c'est déjà d'emmener en fait les étudiants, et après, c'est un peu la même démarche en formation continue, c'est vraiment de les amener sur, mais c'est vrai, ça paraît vraiment pragmatico-pragmatique, mais dans un sens noble du terme pour moi, c'est chaque fois de dire, mais ok, vous allez travailler le Moyen-Âge, vous allez travailler la Unit 5 en anglais, mais qu'est-ce que vous souhaitez que vos élèves apprennent? On revient tout le temps là-dessus. C'est-à-dire de réfléchir à l'apprentissage avant le chapitre, le contenu, le moyen utilisé, la modalité de travail. Ah, mais c'est fantastique, ils vont faire des panneaux. Ils vont faire des panneaux en histoire. Ok, mais pourquoi faire? Est-ce que l'apprentissage travaillait? Et ce renversement-là, il a l'air vraiment simple, mais il est d'une complexité extrêmement importante. Et à partir du moment où on voit des enseignants ou des étudiants qui arrivent en fait à renverser la perspective et à se focaliser sur l'apprentissage, les démarches d'évaluation peuvent porter sur ce que vous dites. Parce que pour moi, former au feedback, franchement, je vous dis honnêtement, moi je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. J'ai de la peine à dire ce que ça veut dire. Par contre, de former à faire des retours sur l'apprentissage en construction en fonction de la discipline, de la démarche, ça ok, et ça peut s'appeler un feedback. Mais là, je n'ai pas le temps, je ne peux pas tout expliquer, mais nous, on a des expériences avec des enseignants avec lesquels on a la chance de collaborer, qui nous montrent en fait le changement de feedback, de type de perspective et de réception des élèves, notamment en faisant ce passage par les critères qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment porteurs. Virgule mais, ils commencent par se poser la question de dire c'est quoi l'enjeu d'apprentissage ici? Alors les obstacles, les sources potentielles d'erreur, évidemment. Nathalie Oui. Bon, on est phase B, oui. Par rapport à la formation, à l'évaluation, je pense que en France, on est loin derrière ce qui peut se pratiquer au Canada, en Suisse, en Belgique. Et il y a vraiment quelque chose à faire et il faut agir. Mais il faut agir aussi de manière importante de mon point de vue. C'est-à-dire que 3 heures, 6 heures, 9 heures,
c'est du pipi de chat. Enfin, pour moi, ça va pas suffisamment dans le fond de tout ce que la question des pratiques d'évaluation soulève dans leur complexité. Une petite aussi, enfin une petite anecdote. J'avais mené il y a quelque temps, donc avant d'être à Rouen, comme cette question d'évaluation, vous avez compris, qui m'anime un petit peu, et que je trouvais qu'elle n'était pas suffisamment portée en formation des professeurs des écoles. Donc j'avais mis en place un dispositif expérimental où, pour tout un groupe d'étudiants, sur chaque discipline, sur chaque entrée, que ce soit pro, scientifique ou autre, il fallait que les collègues convoquent la question de l'évaluation. Donc c'était le deal, on était une petite équipe et chacun de nous, on arrivait par là. Comme c'était expérimental, on a fait un questionnaire en amont et un questionnaire en aval pour évaluer quelque part l'enjeu de l'évaluation. Il y avait une question qui était au tout début, est-ce que vous vous sentez formé ou apte à évaluer les acquis de vos élèves quand vous serez prof? Donc, on avait un certain pourcentage au début, on refait passer le questionnaire, et à l'issue du questionnaire, le taux de pourcentage de oui, je me sens suffisamment formé et apte était inférieur. Alors là, je me dis, waouh, ils ont subi une année où on leur a asséné de tous les côtés les questions d'évaluation, et ils disent que c'est inférieur. Donc, du coup, j'ai interpellé les étudiants qui m'ont dit, ah ben ouais, mais quand on comprend en fait tout ce qu'il y a derrière, on s'estime pas suffisamment formé. Et je crois que c'est vraiment important de considérer cette question de formation à l'évaluation comme centrale, alors qu'elle n'est vraiment pas suffisamment dans nos formations initiales, voire continues. Oui, très brièvement, parce que j'ai pu donner l'impression qu'on peut former au feedback, mais je suis entièrement d'accord avec ce que Raphaël a dit. C'est vrai que techniquement, on peut faire une formation très technique où on va former les enseignants à développer des feedbacks élaborés, mais en leur fournissant un apprentissage qui a été cerné, le théorème de Pythagore, les apprentissages qu'il fallait réaliser, la grille d'évaluation diagnostique, et on peut former au feedback. Mais ça, ce n'est pas une vraie formation pour mettre des cohortes d'étudiants en capacité de se former au feedback. Effectivement, je dirais qu'avant de fournir des feedbacks, il faut au moins avoir une grille d'évaluation qui porte sur des critères sur lesquels le feedback peut s'appuyer pour être intéressant. Et en amont de la grille d'évaluation, il faut évidemment être au clair sur les processus ou les contenus qu'on travaille. Donc, voilà. Je n'ai plus le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci aux différents intervenants. C'était bien sûr beaucoup trop court, on vous aurait écouté bien plus longtemps. Merci.